Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir comment j'ai isolé mon chalet. Bon, en réalité, vous n'allez voir que le mur est, mais le processus reste le même pour tous les autres murs. Il y a eu en revanche quelques étapes un peu différentes pour la façade, puisqu'il y a des fenêtres et une porte, mais j'expliquerai au fur et à mesure. Je vais apporter des précisions tout au long de la vidéo, et je donnerai mon avis sur l'efficacité de l'isolation à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Si la vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et ben, c'est parti. Avant de me lancer, j'ai fait un plan pour chaque mur, sauf évidemment le mur nord et sud qui sont les mêmes, donc là j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait des plans qui ressemblent à ça. Comme ça j'ai pu déterminer déjà l'espacement entre chaque chevron, la quantité de laine de verre, la quantité d'équerre, la quantité de tout. Et ensuite j'ai fait des listes. Voilà, avec tout ce qu'il fallait. Donc on va commencer par le début. Le mur S, c'est le mur arrière du chalet. Et il faut savoir que ce mur était plus ou moins tordu. Alors comment ça arrive? Tout simplement à cause du chauffe-eau. L'ancien propriétaire a donc fixé le chauffe-eau au mur. Sauf que le chauffe-eau avait une inclinaison, comme ça, qui fait que toute une partie du poids du chauffe-eau poussait entre deux madriers, comme ça. Et au final, il y avait une espèce de bosse sur le mur. Donc il a fallu redresser le mur avant de pouvoir l'isoler. Donc il a fallu enlever le chauffe-eau. Ensuite derrière le chauffe-eau on a vissé des chevrons. Donc j'ai mis une vis qui traverse avec un boulon pour que ça redresse le mur. Two hours later. Bien, donc première étape de l'isolation, il a fallu donc fabriquer un cadre avec des chevrons qui font 27 mm par 100 mm. Pourquoi 27 par 100? Alors le 27 c'est standard et le 100 mm ça correspond à l'épaisseur d'isolant que je voulais mettre. Tous ces chevrons sont fixés dans le mur avec des grosses équerres de plus ou moins 90 par 90 au centre des planches et des petites équerres aux extrémités. Je voulais vraiment que ce soit très solide, c'est pour ça que j'ai mis autant d'équerres. J'ai utilisé des vis de 25 mm dans les planches en bois et de 30 mm dans le mur. Là je suis en train de modifier les équerres qui sont en angle droit. Comme le toit a une pente spécifique, les chevrons ne sont donc pas perpendiculaires au toit. C'est pour ça donc que j'ai dû donner un angle aux équerres pour pouvoir quand même les visser dans le chevron du haut. Le mur que vous voyez est assez spécial puisque comme il y a la pente du toit et qu'il y a déjà les madriers du toit qui dépassent, j'étais obligé en fait de faire plusieurs petites planches tout en haut du mur. Alors que dans le mur nord et sud qui sont juste des rectangles, il y a juste une planche en haut et c'est beaucoup plus simple.
je passe à la grille d'aération. Donc je fabrique une espèce de coffre qui va venir autour du trou de l'aération, dans lequel je vais fixer un tube en PVC qui fait, si je me souviens bien, 10 cm de diamètre, sur lequel vient se clipser la grille d'aération. Concernant les chevrons, je les ai espacés de moins de 60 cm, tout simplement pour que ce soit plus simple avec la laine de verre. Les panneaux, ils font 120 cm de large, donc en les coupant au milieu, ça fait 60 et 60, et pour qu'ils tiennent tout seuls sur le mur, il faut qu'ils soient légèrement comprimés sur les côtés, et pour qu'ils soient légèrement comprimés sur les côtés, il faut que l'espacement entre chevrons soit un peu en dessous de 60 cm. Il faut que la laine soit suffisamment lâche, il faut qu'elle soit le moins comprimée possible en épaisseur, comprimée légèrement sur les côtés, bon bah on peut pas faire autrement puisqu'il faut bien qu'elle tienne, mais j'essaye de la faire ressortir le plus possible. Plus la laine est comprimée, moins elle isole correctement. On passe à une étape très importante, la pose du pare-pluie. Alors le pare-pluie, également appelé écran sous toiture, ça sert aussi à protéger les toitures de la pluie avant de mettre les tuiles par exemple. Ce pare-pluie vient se fixer directement par tuile isolant et donc je l'ai agrafé partout à peu près. La marque du pare-pluie est clairement visible, c'était le meilleur rapport qualité-prix donc je le recommande. Il faut bien faire attention à superposer le pare-pluie pour pas que l'eau puisse s'infiltrer dessous. C'est pour ça qu'il y a des pointillés sur le pare-pluie pour montrer jusqu'où est-ce qu'il faut faire venir le lait suivant. Concernant le bas des murs, j'ai décidé donc de le remplir de mousse expansive.
nouvelle étape assez importante également, c'est la pose de tasseaux. Ces tasseaux, ils vont permettre de faire une lame d'air derrière le bardage, et cette lame d'air va permettre d'aérer l'isolation et d'éviter de créer de la condensation ou de l'humidité. Donc j'ai utilisé des tasseaux qui font 27 mm d'épaisseur et plus ou moins 5 cm de large. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais si c'est moins, il faut faire attention à ne pas les fendre lorsqu'on va les visser. Alors là je passe à la pose de la grille anti-rongeur. Donc cette grille permet d'éviter d'avoir des petites bestioles qui vont rentrer sous le bardage, et évidemment il faut faire attention à la largeur de la grille anti-rongeur, il faut que ce soit la même que l'épaisseur des tasseaux. En l'occurrence les tasseaux font 27 mm d'épaisseur, la grille aussi. Alors là j'ai eu l'idée de poser des cornières avant de mettre le bardage, comme ça permet d'avoir un début de finition et de protéger le plus possible le bois d'origine. Ici débute la pose du bardage, donc je commence par poser les profilés. Donc il y en a sur les côtés, il y en a à la base qui servent à démarrer et il y en a tout en haut qui servent de finition. Chose très importante lors de la pose du bardage et des profilés, c'est qu'il ne faut pas visser très fort les vis. Il vaut mieux qu'elles dépassent légèrement et qu'il y ait un peu de jeu. Ça va permettre au bardage de se rétracter avec les changements de température. Lors de la pose des profilés de départ, il faut faire très attention à ce qu'il soit bien à niveau, sinon le bardage risque de partir un peu en travers et esthétiquement ça va pas être très plaisant. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à poser le bardage, alors c'est parti. Le bardage se découpe très facilement à la meuleuse. Encore une fois, il faut pas visser le bardage très fort, il vaut mieux que la vis dépasse légèrement plutôt que ce soit vissé trop fort. C'est pas du PVC, c'est pas du bois, c'est du vinyle, donc c'était le moins cher qu'on a pu trouver. Donc l'avantage c'est l'entretien qui est plus simple. Après du coup c'est plus mou que du bois forcément, donc quand il y a des fortes rafales de vent, je peux entendre le bardage qui bouge légèrement. Alors là on arrive à la grille d'aération, donc à ce moment là il a fallu faire un trou circulaire. Alors la meilleure solution que j'ai trouvée c'était de faire la découpe au fer à souder. Alors c'est pas très conventionnel mais ça fonctionne. La partie supérieure du bardage n'est pas vissée, elle tient juste sous pression dans les profilés de finition du haut.
comme ce mur dépasse plus que le toit, j'ai décidé de fixer des cornières sur le toit qui vont du coup protéger tout le haut du bardage pour que la pluie ne puisse pas passer. Le processus reste plus ou moins le même pour tous les autres murs, pas de difficulté majeure pour les petits murs des côtés, c'est-à-dire le nord et le sud. En revanche, quelques étapes supplémentaires pour la façade, puisqu'il a fallu faire le tour des fenêtres et de la porte. Ça s'est passé de la même façon, avec des chevrons, des équerres. J'ai eu l'idée de mettre des cornières à l'intérieur du cadre des fenêtres et des portes. Donc il y a eu des découpes un peu spécifiques à ces endroits-là, les cornières ont été collées et dans l'ensemble ça a plutôt très bien fonctionné. Ensuite, après avoir posé le bardage, j'ai fait des joints partout, donc tout autour des fenêtres, tout autour des portes. Du coup la finition est plutôt propre. La vidéo est presque terminée, alors si vous l'avez regardée jusqu'ici, déjà merci, et n'oubliez pas de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Maintenant je passe à la conclusion et je donne mon avis sur l'isolation. Dans l'ensemble, je dirais que l'isolation fonctionne à 98%, donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne très bien. Pour comparer, l'année dernière, avant l'isolation, les murs du côté intérieur étaient à 15 degrés maximum, quand dehors il faisait en dessous de 0. Et ils étaient à 15 degrés alors que le thermomètre indiquait 19 à l'intérieur. Donc forcément la chaleur n'arrivait pas à rester à l'intérieur puisque même les murs n'arrivaient pas à température ambiante. Avec l'isolation c'est une autre histoire. Maintenant les murs ont peu de difficultés à atteindre la température ambiante. Dehors il a pu faire -9, les murs n'ont pas eu de mal à monter jusqu'à 19 degrés. Il existe encore cependant des points faibles. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt très satisfait de l'isolation, ça fonctionne bien, ça fait son travail, et contrairement au précédent, j'ai passé cet hiver au chaud. C'était ma conclusion, sur ce je vous dis merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et à plus.